Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Pour, Et bonjour à tous. pour commencer, je voudrais aborder une question au cœur de l'actualité, la question des prix de l'énergie et des matériaux. Depuis 24 mois, les prix de l'électricité ont été multipliés par 8 en moyenne, selon la Commission de régulation de l'énergie. Et avant de vous demander la parole, je voudrais d'abord savoir ce qu'en disent les chefs d'entreprise quand vous les rencontrez, Olivier Saleron. Rebonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, d'être présent parmi nous. C'est vraiment très important aujourd'hui, vous le savez. Bien, c'est le sujet de la rentrée. C'est le sujet depuis le surcoût de ces prix de l'énergie qui ont été fortement amplifiés depuis la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, oui, vous venez de le dire, des factures multipliées par 5, 6, 7, ça fait encore peur. Donc on a besoin de précisions supplémentaires, et je sais que vous en avez. Comment on fait? C'est un risque systémique quand on multiplie par 6, 7, 8 les factures. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? D'abord, on a déjà connu des risques systémiques. Quand il y a eu la crise du Covid, l'effondrement de votre activité à toutes et à tous, nous avons été là. Nous avons mis en place un fonds de solidarité, nous avons aidé, nous avons mis en place de l'activité partielle pour qu'il y ait le moins de défaillances possible. Donc nous n'avons pas sauvé toutes les TPE, toutes les PME qui étaient concernées par cet effondrement de l'économie en 2020 pour les laisser tomber 2 ans plus tard. Donc nous serons présents, nous ouvrirons dans les toutes prochaines heures, pour être très concret, un guichet qui a été largement simplifié, parce que je sais que ce qui avait été mis sur pied auparavant était trop compliqué, avec des critères qui étaient trop lourds, avec de la paperasse qui était trop compliquée pour une TPE. Ce guichet sera totalement simplifié. Il permettra d'aider toutes les PME, toutes les TPE qui ne peuvent pas payer leurs factures. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de ces entreprises ne peuvent pas payer leurs factures. Elles voient arriver, là, en septembre, en octobre, des factures qui, au lieu d'être de 15 000, 20 000 euros, vont être de 100 000, 120 000, 150 000, 200 000 euros, et elles n'ont pas la trésorerie pour payer. Donc elles iront se déclarer sur le site de la Direction générale des finances publiques, une déclaration qui est extrêmement simplifiée, qui a été travaillée d'ailleurs avec le service de Olivier Saleron, avec la CPME, je vois François Asselin au fond, vous pouvez tous lui souhaiter un très bon anniversaire. Après un minute. C'est la 2e fois dans la journée que je lui fais le coup, parce qu'on a eu une réunion ce matin chez la Première ministre. Si on a un 3e dîner ce soir, je te referai le même coup, François. Donc un guichet extrêmement simplifié qui permettra à toutes les PME qui ont du mal à payer leurs factures d'avoir une subvention qui pourra aller jusqu'à 4 millions d'euros. Ce sera simple, ce sera massif, ce sera rapide, parce que je ne veux qu'aucune entreprise du bâtiment ne puisse pas payer sa facture dans les meilleures conditions possibles. Alors, il faut savoir qu'un des éléments qui contribue à l'explosion des prix de l'énergie, c'est la corrélation entre le prix de l'électricité et le prix du gaz. Les prix du gaz ont explosé, hein, on le sait, ils ont été multipliés par 35 en 2 ans sur le marché de gros. Pourtant, notre électricité à nous est assez peu gazière, hein, 7%, alors que le nucléaire, c'est 76% de notre électricité. Pourquoi maintenir d'autres voisins, les Espagnols, les Portugais l'ont fait, pourquoi on ne supprime pas cette corrélation entre le gaz et l'électricité? Alors c'est tout l'objectif qu'on a avec le président de la République. On se bat, je rentre tout juste du G20, on a eu l'occasion d'en parler avec nos partenaires européens. Nous voulons découpler le prix du gaz du prix de l'électricité. Simplement parce que c'est absurde économiquement d'avoir un prix de l'électricité qui dépend du prix du gaz, et c'est absurde aussi écologiquement. On ne peut pas nous dire qu'il faut décarboner l'économie et indexer le prix d'une énergie décarbonée, l'électricité nucléaire, sur le prix d'une énergie carbonée, le gaz. Alors je vais être franc avec vous, ça va prendre du temps. Voilà. Pourquoi? Donc, parce que c'est une négociation qui est très difficile, que beaucoup de pays qui utilisent du gaz ne veulent pas découpler le prix du gaz du prix de l'électricité. Nous, c'est notre intérêt, parce qu'on a de l'électricité décarbonée avec le nucléaire. C'est évidemment pas l'intérêt d'autres pays qui ont encore du charbon ou du gaz et qui du coup ne veulent pas ce découplage. Donc ça prendra du temps. Oui, mais il y a des régimes dérogatoires. La priorité absolue du coup, c'est de faire baisser les prix du gaz, d'abord en trouvant d'autres approvisionnements, avec notamment du GNL, on y arrive.
c'est de faire baisser les prix du gaz par de l'achat groupé de gaz au niveau européen pour qu'on puisse négocier le prix, par exemple avec la Norvège qui est un gros fournisseur, plutôt que d'arriver séparément, la France, l'Allemagne, l'Italie, à demander un prix à la Norvège. On va y aller tous groupés, négocier un prix qui sera un prix plus bas, parce que je sais que pour les entreprises qui sont devant moi, c'est une affaire de semaines et de mois, beaucoup plus qu'une affaire d'années. Ça va prendre du temps? Combien de temps? L'achat groupé, c'est pour tout de suite, c'est-à-dire c'est pour les prochaines semaines, avec au bout du compte un prix qui, je l'espère, sera plus bas. En revanche, le découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité, ça c'est une réforme en profondeur du marché européen de l'électricité, ça prendra au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Olivier Saleron, les aides de l'État pour les entreprises du bâtiment sont-elles suffisantes? Eh bien, écoutez, pour les 2 tiers de nos entreprises qui ont moins de 10 salariés, de taille artisanale, effectivement, le bouclier plus 15%, voilà, nous satisfait grandement dans cette période d'incertitude énergétique. Ensuite, évidemment, ces calculs que nous avons faits, on arrive encore un petit peu haut, alors que c'était entre 8 et 12. Avec les nouvelles mesures, on arrive effectivement entre 6 et 7 fois. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vient de dire Monsieur le ministre, c'est-à-dire que c'est un scoop, hein, il ne faut pas le tweeter tout de suite parce que je pense que ça sera annoncé dans la soirée. C'est cette mise en place, c'est pas un numéro vert, hein, ça ferait un peu les années 70, mais en tout cas, voilà, de ce site Internet qui va justement rendre aux entreprises vraiment en difficulté un espoir de traitement, peut-être le cas par cas, ce fameux cas par cas dont vous parlez très souvent. Et ça, soyez certains que nous serons vigilants pour que ça fonctionne bien pour nos centaines, peut-être nos milliers, effectivement, d'entreprises qui sont touchées par cela. Nous avons notre souci, c'est le branchement électrique de nos chantiers. On ne savait pas tout à fait à quelle sauce on devait être mangé, mais ça, peut-être que Monsieur le ministre a une réponse là-dessus. Alors, les entreprises, pour les raccordements de chantier, seront évidemment éligibles à ce guichet unique. Donc toutes les entreprises qui ont des factures trop élevées et qui ont un chantier de 2 mois, 3 mois et qui payent la facture uniquement pour le raccordement, pour faire fonctionner la grue, elles seront éligibles à ce guichet unique. En revanche, je vous dis les choses de manière très directe, comme toujours, et très franche. Je ne pense pas qu'il soit possible de modifier les règles de l'Arenh dans les semaines qui viennent. C'est des règles qui sont très lourdes. Donc je ne vais pas dire à ces entreprises, vous allez pouvoir bénéficier de l'Arenh même si c'est un chantier de 3 mois. C'est une réforme beaucoup plus lourde à porter qui prendra beaucoup plus de temps. Donc ce que je propose, c'est que les entreprises qui ont des difficultés pour des raccordements de chantier saisissent ce guichet unique, bénéficient de l'aide. Ce sera plus rapide et plus efficace que de commencer à transformer les règles de l'Arenh. Alors, on parle évidemment des prix de l'énergie, mais ce n'est pas le seul poste de dépense à exploser. Il y a aussi celui des matériaux. Leur prix a augmenté 3 fois plus vite que l'inflation depuis 2020. Olivier Saleron, d'après vous, ce serait quoi l'idée pour limiter cette inflation sur les matériaux? Alors, la crise des matériaux, malheureusement, elle nous touche très fortement depuis septembre 2021. Hein, ça fait plus d'1 an et demi. Elle a été surrenchérie par la guerre dans l'Ukraine. Et bien sûr, les matériaux dépendent aussi de la facture énergétique de nos fournisseurs. Donc la première des choses, on peut parler encore quelquefois de surcoûts qui peuvent aller... alors c'est toujours des multiples de 5, donc ça, il va falloir travailler aussi sur la solidarité de la filière, dont nos fournisseurs, on en a souvent parlé. Nous, on a une solution là-dessus. Mais c'est aussi tout ce qui peut être... les annonces du vendredi soir qui sont effectives le lundi matin pour tous nos artisans. Alors, on a contractualisé avec certains distributeurs, mais ce n'est pas suffisant. Nous le disons, il y a eu des effets d'aubaine en 2021, il y en a eu aussi en début 2022. Donc, il va falloir créer quelque chose de très fort. Je crois qu'on peut aussi en parler, en discuter. C'est ce fameux observatoire des prix des matériaux avec des membres du gouvernement à l'intérieur, et c'est ça qui est très, très important. Et puis aussi qui va pouvoir aussi modérer les marges justement sur tout l'ensemble de la filière pour que cette solidarité soit réelle. Je le sais, chaque fois que je me déplace en région et en ultramarin, c'est toujours la même question. Oui, certains se font des marges sur notre dos, et les super profits, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est certains autres qui manquent de solidarité dans la filière. Mais Bruno Le Maire, qu'est-ce que l'État peut faire face à l'explosion des prix d'un côté
et la juste répartition de l'autre entre les gros industriels, si j'essaie de comprendre ce qu'il a dit, et les entreprises du secteur de l'autre. Là, Olivier Saleron a apporté la solution. Comme il connaît mieux le secteur que moi, eh bien on va prendre la solution d'Olivier Saleron. Nous mettrons en place, au 1er janvier 2023, un observatoire de l'évolution des prix pour s'assurer qu'il y a la solidarité dans la filière et que personne ne fait des profits excessifs sur le dos des plus petites entreprises. Cet observatoire sera en place en janvier 2023. C'était la proposition d'Olivier Saleron. Elle sera retenue. C'est le moment, Olivier, de demander beaucoup de choses, je sens. Allez-y. Quand on voit la foule devant soi, on se dit je me lance. Il vaut mieux arriver avec une besace pleine. Je me lance. Alors, pour pallier cette augmentation aussi, et ça, il faut le souligner, c'est une proposition et un combat de la Fédération française du bâtiment depuis 1 an et demi. C'était l'indexation systématique de tous les marchés publics que nous avons obtenu et aussi validé grâce évidemment à ce que l'on a mis en place lors des assises du BTP. Donc ça a été validé. Ce que l'on sait, c'est que c'est quand même 30% de nos marchés au total, ce qui est très bien. Indexer les marchés publics qui ont déjà été contractualisés depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'avoue que quand on l'a demandé, quand on y a travaillé, c'était quand même une mesure d'une importance capitale pour l'ensemble de nos artisans et entreprises. Aujourd'hui, nous l'avons étendu parce que c'est la loi, vous me l'avez écrit plusieurs fois, à l'ensemble des bailleurs sociaux. Je sais qu'il y a les bailleurs sociaux Action Logement qui ont joué le jeu et noir sur blanc qui l'ont noté. Donc ça, je les félicite. Les autres, eh bien, évidemment, ils y viennent petit à petit, c'est ce que l'on espère. Maintenant, il reste l'autre part des marchés privés qui, depuis 1 an et demi, c'est du tête-à-tête. Hein. C'est vraiment de la négociation, quelquefois difficile. On y est arrivé en 2021. En 2022, on est un peu fatigué de devoir toujours négocier en tête-à-tête. Mais on va continuer. Et bien sûr, je vous le dis, on va militer, comme dans les années 70, la première crise du pétrole, pour que aussi les marchés privés soient indexés. Alors, oui, Bruno Le Maire. Non, je partage totalement ce qu'a dit Olivier Saleron. D'abord, tout ce qui pouvait être fait dans le domaine des marchés publics a été fait, là encore, à la demande de la Fédération du bâtiment. Et je salue vraiment la manière dont nous travaillons ensemble. Vous apportez des propositions, des critiques, des demandes. Nous essayons d'y répondre le mieux possible. Je pense que c'est comme ça qu'on progresse de manière efficace. Nous avons relevé le seuil des avances de 10 à 20% sur les marchés publics. Si tous les marchés faisaient la même chose en termes de trésorerie pour les entreprises, je pense que ce serait une sacrée avancée. Nous avons assoupli les règles relatives aux pénalités de retard, ce qui est bien le moins. Si vous n'avez pas vos matériaux, s'il n'y a pas le bois qui arrive, pas l'acier, pas les poutres, c'est normal qu'il n'y ait pas de pénalité de retard. C'est ce que nous avons demandé à tous les établissements publics et à tous les acteurs publics, à tous les donneurs d'ordre public. Et j'aimerais vraiment que les donneurs d'ordre privés nous entendent. Il ne faut pas imposer de pénalité à un artisan du bâtiment, à une entreprise du bâtiment qui a des retards qui sont liés à des difficultés d'approvisionnement. Nous avons simplifié la révision des marchés publics et je souhaite une fois encore que tout ce qui a été décidé au niveau des marchés publics serve de modèle et d'exemple au niveau des marchés privés. Et s'il faut à un moment donné réunir tous les grands acteurs, avec vous Olivier Saleron, avec les représentants des PME, avec l'U2P, avec tous les représentants du secteur, pour rééquilibrer le rapport de force entre les petites entreprises et les grands donneurs d'ordre privés, eh bien moi je suis prêt à le faire. Je pense que c'est le rôle de l'État, je pense que c'est le rôle des pouvoirs publics. Alors, puisque manifestement vous semblez très bien disposé, Monsieur le Ministre, Olivier Saleron a encore une demande. Je faisais un peu d'humour tout à l'heure sur le nombre de personnes qui sont dans la salle. Mais enfin, j'oublie pas que derrière toutes ces femmes, toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs qui sont devant moi, tous ces jeunes, je vois beaucoup de jeunes au premier rang, il y a 700 000 entreprises qui représentent 1,4 million d'emplois directs dans notre pays. Et dans une période où nos compatriotes sont inquiets, voient les prix de l'énergie exploser, voient les prix de l'alimentation exploser, s'inquiètent pour la croissance, s'inquiètent pour leur avenir, s'inquiètent pour leur emploi ou l'emploi de leurs enfants, de leurs petits-enfants, eh bien, quand on a un secteur aussi vital que le bâtiment devant soi,
on répond positivement aux demandes du bâtiment. Parmi les décisions que vous appelez de vos voeux, Olivier Saleron, et on vous a entendu ce matin avec Emmanuel Macron lors de votre entretien, vous souhaitez la pérennisation des assises du BTP. Alors, d'abord, le président de la République n'a pas répondu, mais pourquoi vous estimez que c'est suffisamment important et efficace pour que ça dure dans le temps? Dans 6 mois, c'est terminé. On demandera à Monsieur le ministre dans un instant ce qui va se passer après. Alors, si, je pense que le président de la République a répondu. Il a dit on se verra régulièrement. Voilà. Et c'est ce que l'on veut. C'est ce que j'ai dit à Monsieur le ministre de l'économie aussi. Les assises du BTP, c'est quelque chose... On se fiche un peu de ma figure quand je dis historique, mais c'est la vérité, ça n'a jamais été fait. Quand ça débouche sur les mesures que l'on vient de voir, je dis oui, ça sert à quelque chose. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, on est juste à l'étape numéro 1. C'est-à-dire que les assises du BTP vont se poursuivre jusqu'à la fin du printemps prochain, fin du printemps 2023. Donc nous avons des choses aussi à discuter. Et suivant la conjoncture mondiale mais aussi nationale, eh bien, nous pourrons peut-être avancer encore plus sur certaines mesures. Et c'est pour ça que nous demandons... Alors, on l'a appelé un Conseil national de la construction, mais si on peut avoir des clauses de revoyure beaucoup plus régulières, parce que je disais ce matin au président de la République, c'est quelquefois compliqué d'avoir plusieurs ministres du secteur de la construction et du bâtiment en particulier. Quelquefois, ils sont un petit peu éparpillés. Et moi, j'aime bien avoir les ministres autour de Bruno Le Maire, autour du ministre de l'économie, parce que c'est lui qui tient les cordons de la bourse. Et donc, quand il y en a un qui s'avance, eh bien, Bruno Le Maire dit oui ou non, mais en tout cas, c'est clair. Donc voilà pourquoi nous voulons cette pérennité de ces assises du BTP. Bruno Le Maire. La réponse est oui. Je pense qu'il est essentiel d'avoir chaque année un rendez-vous avec les acteurs du bâtiment. Pourquoi? Je ne le dis pas uniquement pour vous faire plaisir, même si c'est un plaisir de vous faire plaisir, je le dis par souci d'efficacité. Le secteur du bâtiment est un secteur extraordinairement complexe, avec des acteurs qui vont de l'entrepreneur indépendant ou la très petite entreprise jusqu'à des géants industriels de niveau mondial. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Il y a des enjeux fiscaux qui sont considérables. On l'a vu quand on a pris les décisions sur l'extinction du Pinel, avec une compensation par crédit d'impôt. L'enjeu fiscal, l'enjeu budgétaire est très lourd. Il y a un enjeu pour l'aménagement du territoire. Et on s'est tous engagés à avoir un territoire mieux aménagé, qui préserve davantage les zones rurales. Moi, j'étais 3 ans ministre de l'Agriculture. Je trouve qu'en matière d'aménagement du territoire, parfois, on a fait un peu n'importe quoi. On essaye maintenant de progresser. Mais ça suppose tous ces enjeux-là, toute cette complexité-là, que nous voyons régulièrement. Et pour moi, une fois par an, c'est bien le minimum pour être sûr qu'on tient le cap, qu'on prend les bonnes décisions et que le bâtiment continue à se développer dans notre pays. Alors, il y a un sujet qui est très sensible pour des milliers d'entreprises, c'est le PGE, le prêt garanti par l'État, qui a d'abord été mis en place au moment du premier confinement. Dans les circonstances actuelles, certaines entreprises ont parfois du mal à faire face au remboursement. Alors en même temps, il faut le préciser, les entreprises sont autorisées, au cas par cas, à étaler les remboursements. Mais le problème, c'est que bien souvent, ça complique leurs relations avec leurs banques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher, pour éviter que les entreprises qui ont besoin d'un étalement de paiement des PGE soit pour empêcher et éviter qu'ils soient pénalisés par leur propre banque? D'abord, je pense que c'est important, c'est aussi l'intérêt de ces rencontres, c'est l'intérêt des assises, c'est l'intérêt de la rencontre qu'on a aujourd'hui, de poser la réalité des choses sur la table. Il y a quelques mois, on m'avait dit, avec les PGE, il va y avoir une sinistralité de 7, 8, 10% des entreprises. C'est 0,6% des entreprises qui ne sont pas arrivées à rembourser leur PGE. C'est un tout petit peu plus pour le bâtiment, je le reconnais bien volontiers. Mais on est très très loin des taux de sinistralité qu'on m'avait annoncés. Ce goût que nous avons en France pour annoncer des catastrophes qui finalement n'arrivent pas, je préférerais qu'on le remplace par un peu plus d'optimisme, de volontarisme et de détermination. Je pense que notre pays s'en porterait beaucoup mieux. Ensuite, on me dit, mais il y a un problème de notation pour les entreprises. Alors tout d'un coup, on se dit, mais toutes les entreprises sont notées. 88% des prêts garantis par l'État dans le secteur du bâtiment ont profité à des très petites entreprises
qui n'ont aucune notation à la Banque de France. Donc cette histoire de notation ne concerne que 12% des entreprises. Et ensuite, quand je regarde ces mêmes entreprises qui, elles, sont notées à la Banque de France, pour toutes sortes de raisons, près de la moitié d'entre elles voient leur notation évoluer chaque année, et ça n'est pas un drame. Donc moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que, 1, je veille à ce qu'il n'y ait pas de sinistralité. 2, toutes les entreprises qui ont une difficulté ont un droit à l'étalement de leurs prêts garantis par l'État sur 10 ans. Et si jamais vous avez une difficulté avec votre banquier, il y a un médiateur des entreprises, il y a un médiateur du crédit, il est là pour régler vos difficultés. Et si vraiment, en tout dernier ressort, il y a encore une difficulté, vous appelez Olivier Saleron, il a mon portable, on la réglera. Message reçu. Message reçu. Donc j'espère avoir le moins d'appels possible. Ça voudra dire que toutes nos entreprises sont pérennes. Mais attention, les PGE, ça va commencer à être difficile à partir des années suivantes, puisque l'on sait bien, on vient juste de commencer à les rembourser il y a seulement quelques mois. Mais en tout cas, le message est clair. Alors l'actualité économique est très compliquée, hein, bon courage, Monsieur le Ministre. On le voit tous, c'est complexe. Le secteur de la construction neuve, j'aimerais qu'on en dise un mot parce que ça chute beaucoup, moins 30% en un an des ventes de construction neuve. Olivier Saleron, quel impact global sur le secteur ? Alors l'impact, il est majeur. La construction neuve dans nos métiers, c'est 45% de notre chiffre d'affaires. Alors sur le logement, évidemment, c'est un peu moins. Mais en tout cas, c'est majeur, c'est des milliers d'entreprises, c'est des centaines de milliers d'emplois. Aujourd'hui, on le voit, je l'ai dit ce matin, les ventes, mais aussi la construction est prévue. 30% de moins de ventes, c'est 30% de moins à faire en 2023-2024. Donc, cette lourde crise de la construction neuve, malheureusement, on s'y attend déjà, malheureusement. Malheureusement, je disais, il est déjà trop tard. Ce que l'on veut, c'est que cette crise du logement dure le moins longtemps possible et que justement, des mesures soient prises directement. Le président de la République disait ce matin, sur le zéro artificialisation des sols et la délivrance des permis, jouer sur les élus locaux. Ça, c'est très clair. Les inciter par la loi, c'est pas la loi, par les préconisations Rebsamen, il faut les appliquer. L'effet de ciseau, évidemment, entre les coûts et le resserrement du marché du crédit, parce qu'il faut le dire, le HCSF a essoré, en fait, ces conditions. Donc, la moitié, aujourd'hui, des demandes de prêts sont refusées. Donc, bien évidemment, c'est un problème grave pour nos concitoyens, et surtout les plus modestes et les primo-accédants. Assouplir les conditions de crédit, Bruno Le Maire ? Alors ça, c'est une des questions les plus difficiles en période de forte inflation. Parce que moi, ma responsabilité, c'est à la fois de m'assurer que tous les ménages puissent avoir accès à un crédit dans de bonnes conditions, et de l'autre côté, c'est éviter une crise financière qui viendrait du surendettement des ménages. Et ce n'est pas une responsabilité facile à exercer, je préfère le dire là aussi avec beaucoup de simplicité. Donc la décision qui a été prise par le Haut Conseil de stabilité financière, c'est un taux d'effort maximal de 25% des revenus pour une maturité maximale de 25 ans, mais avec une marge de souplesse de 20% pour éviter qu'il y ait des situations qui soient trop bloquées. La deuxième chose, c'est le taux d'usure. Là, on a aussi entendu la Fédération du bâtiment, et je dois dire qu'Olivier Saleron n'a pas été le seul à m'appeler. J'ai eu énormément d'appels de ce monde du bâtiment que je connais bien, d'entrepreneurs, énormément d'appels de particuliers, de ménages, parfois même d'amis, me disant « mais il faut absolument bouger sur le taux d'usure parce que nous n'arrivons plus à trouver des crédits auprès des banques ». Donc nous avons modifié le taux d'usure. Il est passé de 2,57 à 3,05%, donc on l'a fortement augmenté. Ça permet de libérer de l'espace pour des crédits immobiliers à 20 ans, même si, là aussi, je veux le redire avec le plus de clarté possible, ce ne sont pas des décisions faciles à prendre. Quand vous relevez le taux d'usure, ça ouvre la possibilité de dégager du crédit pour plus de nos compatriotes, mais ça renchérit aussi le coût du crédit. Donc ça le rend moins accessible pour les ménages les plus modestes. C'est pour ça qu'on prend ce genre de décisions qui sont nécessaires, avec prudence et après beaucoup de consultations. Alors évidemment, l'un des moyens d'aider le secteur, c'est de soutenir la consommation. Pour cela, il y a différents types de dispositifs, comme par exemple le prêt à taux zéro, ou encore le dispositif
Pinel. Je me tourne vers vous, Olivier Salon. D'après vous, ces dispositifs, est-ce qu'ils sont toujours aussi efficaces ou pas? Alors déjà, quand on parle de dispositif, on ne va pas rentrer dans toute la technique, mais ce qui serait évidemment en période d'inflation, c'est ce relèvement des barèmes de tous les aides à nos concitoyens. Puisque en période d'inflation, si on ne relève pas ces barèmes, eh bien, ils sont encore plus exclus de la consommation, c'est-à-dire de la construction. Sur tout ce qui est donc investissement dans le locatif privé, vous parliez du Pinel ou de tous ces dispositifs qui prennent le nom d'un ministre au fur et à mesure. Ils sont évidemment devenus beaucoup trop volatiles et instables. Ce que l'on demande, et ce que je demandais ce matin aussi au président de la République, c'est de réfléchir, et je sais que vous y avez réfléchi avec vos équipes, sur le statut du bailleur privé. Comme nos amis allemands, qui le pratiquent depuis plus de 60 ans, de réfléchir à tout ça, parce que nos premières études ont montré déjà que, déjà dès les premiers temps, ça serait moins d'investissement que ce qui est fait aujourd'hui pour les dispositifs actuels. Et quelque part, nous, ce que l'on veut, c'est de la stabilité, c'est de la visibilité, pas sur 2-3 ans avec des choses qui changent, évidemment, chaque fin de décembre pour le 1er janvier. Ce que l'on veut, c'est une visibilité quinquennale à 5 ans minimum. Il y a deux questions. Il y a le barème des calculs des dispositifs d'un côté, est-ce que vous êtes prêts à les revoir? Et la question des bailleurs privés de l'autre. Alors sur le barème, je propose qu'on le mette dans les chantiers qui seront examinés par les assises du bâtiment. Il y a un mot que vous avez prononcé, Olivier Saleron, qui est à mon avis décisif, qui est au cœur de mon action comme ministre de l'économie, c'est donner de la visibilité aux acteurs économiques. Quand on travaille sur le bâtiment, on travaille pour des décennies, pas pour des mois, pour des années. Donc il faut de la visibilité pour les acteurs économiques. Moi, je suggère que nous travaillions effectivement sur ce statut du bailleur privé et que nous définissions les conditions fiscales, les conditions réglementaires sur ce statut du bailleur privé, qu'on les fixe ensemble une bonne fois pour toutes et qu'on arrête d'y toucher tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, à chaque fois qu'il y a un changement de majorité. Moi, je suis très content pour les ministres du Logement, c'est les seuls qui ont ensuite une notoriété pendant des années. C'est le Pinel, c'est le Périsol, le Robien, donc c'est formidable. Il n'y aura pas de Le Maire, parce que je n'ai pas été ministre du Logement. C'est dommage pour moi. Pas jusqu'à présent. Je préfère qu'on sacrifie les noms des ministres et qu'on donne de la visibilité sur le long terme au statut du bailleur privé. Moi, je suis prêt à travailler sur le statut du bailleur privé. Alors, on ne peut pas conclure cet échange sans évoquer la transition écologique et la politique de rénovation énergétique des bâtiments indispensables pour être en conformité avec les objectifs de neutralité carbone fixés par la conférence de Paris d'ici 2050. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de logements qui sont considérés comme des passoires thermiques. Or, moins de 500 000 sont rénovés partiellement ou globalement chaque année, et il faudrait en rénover 2 fois plus pour être en conformité avec ces objectifs. On fait comment, Olivier Saleron? Alors, la rénovation énergétique du pays, ça concerne 95% de mes collègues qui sont là, évidemment. Qu'ils soient artisans tout seuls à rénover par tâche, ou qu'ils soient grands groupes, PME, ETI ou majors, pour quand il y a à rénover. Et il faut aussi les centaines et les centaines de logements et de quartiers qui sont aujourd'hui des vrais passoires thermiques et rendre évidemment du pouvoir d'achat à nos concitoyens. MaPrimeRénov', créée il y a maintenant 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi, a fait ses preuves. Oui, 7 à 800 000 de nos concitoyens qui ont demandé une aide spécifique pour rénover leur logement, c'est très bien. À l'époque, on a travaillé ensemble, on l'a étendu aux bailleurs privés, on l'a étendu aux copropriétés, donc ça c'est assez formidable. Aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'euros mis dans le budget 2023. Certes, c'est une augmentation, donc on ne va pas dire que c'est pas bien, mais au regard, nous le savons, des objectifs que s'est donné la France sur le climat en 2050, le zéro carbone, ça sera insuffisant. Alors on ne va pas parler de 50 milliards, on ne va pas parler de 40 milliards, on ne va pas parler même de 12 milliards, bien que les entrepreneurs, les artisans du bâtiment seraient prêts, nous, il nous faut le marché. Si on a le marché, on recrute, on a recruté 100 000 salariés de plus, je le disais ce matin, quand on a le marché, on se forme, on recrute et on devient des experts. On a les jeunes qui sont devant nous et eux peuvent le dire. Ce que l'on veut, nous, c'est que ce soit progressif,
C'est une bonne dette d'investir dans la rénovation énergétique des logements de nos concitoyens, mais aussi des bâtiments publics, avec l'annonce du président de la République ce matin de la rénovation totale pour toutes les communes, de toutes les écoles de France. Ça, nous allons y travailler, évidemment, je suppose, avec Monsieur le ministre de l'économie. Vous avez estimé les besoins en termes financiers? C'est pas moi qui le dis, il faudrait 40 milliards d'euros par an sur l'ensemble de la rénovation énergétique, etc. Nous, on pense que si on augmente d'1 million, 1,5 million d'euros par an, bah, évidemment, il va falloir les trouver, mais on va les trouver parce qu'on va économiser l'énergie et on va devenir moins dépendant de l'énergie étrangère. Donc là-dessus, c'est de la bonne dette, il faut investir là-dessus très fortement. Bruno, donc, pardonnez-moi, la progressivité, c'est ce que l'on demande et nous aurons largement le temps de nous former. Quand on a annoncé le plan de relance il y a 2 ans, on nous a dit « allez-vous être assez nombreux, allez-vous être assez compétents ?» Nous l'avons été, on l'a prouvé, puisqu'il a fallu rajouter même 500 millions de plus, justement, vu le succès de MaPrimeRénov'. Bruno Le Maire, Olivier Saleron parlait de la bonne dette. D'après vous, quelles sont les possibilités pour la France d'accompagner encore davantage la transition énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment? Alors, je me méfie toujours de ce thème de bonne dette dans un pays qui est lourdement endetté. Car la dette n'est jamais un problème jusqu'au moment où elle devient un énorme problème. Donc soyons très prudents sur la dette publique. En revanche, moi je suis tout à fait prêt à regarder comment est-ce qu'on économise sur des dépenses publiques qui ne sont pas efficaces ou pas utiles pour les récupérer, pour faire plus de rénovation globale et plus de rénovation énergétique. Ça me paraît la bonne politique et je suis tout à fait prêt à trouver les économies nécessaires pour mettre le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments et notamment les rénovations globales. 3 messages à partir de ce que vient de dire Olivier. D'abord, un immense merci. Parce que si on fait de la rénovation des bâtiments, de la rénovation des appartements et des logements, c'est d'abord parce que tous les entrepreneurs du bâtiment qui sont devant nous s'y sont mis. Et que vous n'êtes pas restés les 2 pieds dans le même sabot en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop compliqué, ce label reconnu garant de l'environnement est trop difficile à obtenir ». Vous vous y êtes tous mis. Donc un immense merci à tous les entrepreneurs qui se sont engagés dans la rénovation énergétique. C'est vous qui le faites. Je dis également merci au compte public, parce que nous avons mis, comme l'a rappelé Olivier Saleron, beaucoup d'argent là-dessus. Deuxième message, en avant. Il faut accélérer. Quand je vous dis qu'il faut du volontarisme, de l'enthousiasme, je considère que cette rénovation énergétique des bâtiments, c'est une opportunité exceptionnelle pour tous les acteurs du bâtiment. Donc ma proposition, c'est qu'on multiplie par 4 le nombre d'entreprises qualifiées reconnues garants de l'environnement. Elles sont un peu plus de 60 000 aujourd'hui. Elles doivent être 250 000 d'ici 2028. On doit multiplier le nombre d'entreprises qui ont ce label. Et accessoirement, renforcer la lutte contre la fraude. Il n'y a rien de plus révoltant que la fraude au label sur les entreprises reconnues garantes de l'environnement. Pour celles qui font l'effort, il n'est pas acceptable que d'autres puissent tricher et bénéficier du label et des financements qui vont avec. Enfin, 3e message, il faut, là encore, je reprends votre terme parce que je pense qu'en matière économique, il est vital, de la visibilité de long terme. Le président de la République a annoncé un grand effort de rénovation du parc public, notamment sur les écoles. Il faut, que nous travaillions sur un meilleur accompagnement financier des ménages. Parce que quand on parle de rénovation globale, c'est un très joli mot, c'est très bien. Mais derrière, c'est beaucoup plus compliqué pour les ménages. Parfois, ça veut dire déménagement du logement, reloger les personnes. Donc il faut que nous réfléchissions au meilleur accompagnement des ménages. Il faut qu'il y ait une montée en puissance des financements, et pas simplement des financements publics, mais aussi des financements privés sur les fonds d'épargne. Et à partir de là, moi je suggère qu'on engage de manière très rapide et très volontariste ce grand chantier de la décarbonation du parc de bâtiments. Je précise un tout petit point de détail, parce qu'on en parlait tout à l'heure en coulisses avec Olivier Saleron. Je sais qu'il y a des inquiétudes sur l'histoire des travaux liés ou induits dans la rénovation énergétique. En gros, quand vous faites de la rénovation énergétique, vous mettez une fenêtre qui permet de gagner quelques degrés dans votre logement, vous avez droit à un taux de TVA à 5,5. Les travaux induits, c'est-à-dire la baguette que vous allez mettre, le joint que vous pouvez mettre, il arrivait qu'il soit à 10. Il n'y a qu'en France qu'on peut trouver une complexité pareille. Donc je vous annonce que les travaux induits
vont être remplacés par des travaux liés et que tous ces travaux liés à la rénovation énergétique des bâtiments seront bien un taux de TVA de 5,5 pour vous simplifier la vie et alléger votre facture. Avant de conclure, Olivier Saleron, je vous donne la parole. Oui, cette précision était importante et je remercie Monsieur le Ministre parce que ça s'est réglé en backstage. Et c'est vrai qu'il a fallu que je fasse des grands signes pour dire que quand on isole un logement, il faut mettre du papier peint, il faut peindre. Quand on change une chaudière, il faut changer aussi quelques produits au-dessus, au-dessous. Vous l'avez dit, quand on change une fenêtre, il faut faire aussi des travaux induits à tout ça. Et que si ça sortait, c'était vraiment aller à l'encontre de la rénovation énergétique. Donc, merci pour cette précision. Merci Olivier.